Merci Chris. Bonjour à toutes et à tous. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc merci d'avoir rejoint ce webinaire. Donc vous avez vu le titre. Aujourd'hui, on va parler PFAS. On va parler PFAS donc, et plus particulièrement, je vais vous présenter plusieurs cas d'études de travaux réalisés par Agenesis à travers le monde pour le traitement in situ de cette problématique à base de PFAS. Donc pour commencer, pour entrer dans le vif du sujet, on va commencer à parler vraiment PFAS. Donc qu'est-ce que sont ces PFAS? Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que les PFAS, ce sont une grande famille de composés. Ça représente il y a des milliers de composés qui sont sous cette appellation PFAS. Pour faire simple, des PFAS, c'est un squelette carbone sur lequel on vient greffer des atomes de fluor. Donc, les PFAS les plus connus, ceux dont on va pas mal parler aujourd'hui, il va y avoir les PFOS, le PFOA, et un qui est très connu pour son application industrielle notamment, le PTFE ou Teflon. Donc ça va être les trois grands PFAS les plus connus. Mais vous allez le voir, on va en traiter plusieurs autres dans tous les cas d'études qu'on va vous présenter. Il y en a des milliers. Donc ces PFAS, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse? Parce qu'ils ont des propriétés industrielles très intéressantes, ce qui fait qu'ils ont été utilisés dans beaucoup d'industries différentes, notamment dans tout ce qui va être les revêtements anti-adhésifs d'ustensiles de cuisine. Tefal, pour ne pas les citer pendant longtemps, a utilisé un traitement de ses poêles avec ce genre de PFAS pour éviter notamment, pour pas que la graisse attache. Ils sont aussi très utilisés dans tout ce qui va être emballage de fast-food. Vous l'avez déjà remarqué, les emballages souvent, par exemple, les emballages de pizza sont en carton. On se demande comment ça fait pour pas s'imbiber de graisse et se craquer. Et ben en fait, c'est parce qu'il y a un revêtement à base de PFAS dedans. Ils sont aussi très utilisés dans tout ce qui est imperméabilisant pour certains textiles. Si vous connaissez la matière Gore-Tex, c'est un traitement à base de PFAS. Autre application qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui, ça va être tout ce qui va être additif dans les mousses anti-incendie, notamment les mousses anti-incendie d'hydrocarbures. Donc si vous avez des stockages d'hydrocarbures sur un site, vous avez souvent des pompiers qui sont à demeure avec des mousses spécifiques. Et dans ces mousses, il va y avoir ces additifs de PFAS. Donc ces propriétés industrielles intéressantes, le revers de la médaille, c'est qu'elles vont nous causer beaucoup de problèmes environnementaux. La première propriété des PFAS, c'est que ce sont des composés très stables. En anglais, donc, comme je l'ai dit, c'est un squelette carbone sur lequel sont greffés des fluors, donc des liaisons CF ou FC si on le met dans l'autre sens. Et en anglais, on a le jeu de mots qui dit Forever Chemicals, ce qui montre en fait que ces molécules sont très stables. Cette très grande stabilité va leur permettre de largement se diffuser dans l'environnement. Car par exemple, à partir du moment où ils vont se retrouver dans le sous-sol, dans les eaux souterraines, ils ne vont pas craindre une quelconque biodégradation ou dégradation chimique. Ils vont rester très stables. De même, quand ils sont ingérés par différents micro-organismes, ils ne vont pas être dégradés. Donc on va avoir un gros problème de bioaccumulation tout au long de la chaîne alimentaire. Donc ce sont des molécules qui sont classées comme polluants organiques persistants. Donc des molécules assez importantes d'un point de vue environnemental. Leur toxicité est telle que l'Agence environnementale américaine a défini un seuil de toxicité de 70 nanogrammes par litre. Donc 70 nanogrammes par litre, c'est 70, 10 puissance moins 9 grammes par litre. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour vous représenter ça, si vous prenez une piscine olympique de 2500 m3, donc 2500 m3 d'eau, si vous mettez dans ces 2500 m3 d'eau, donc dans cette piscine, ne serait-ce que 0,2 grammes de PFAS, vous dépassez le seuil de toxicité. Donc une poussière de PFAS dans une piscine olympique, vous êtes au-dessus du seuil de toxicité. Ce qui vous permet un peu de vous rendre compte de la toxicité. Un film intéressant, voilà la petite partie cinématographique de la journée. Il y a un film qui est sorti, film Darkwater, en février 2020. C'est avec Mark Ruffalo, qui est notamment plus connu pour avoir joué Hulk. Là, il joue pas Hulk, là, il joue un avocat d'affaires qui s'attaque à la société Dupont-Nemours, qui est accusé d'avoir intoxiqué de nombreuses personnes dans une ville à proximité d'une de ses usines. Et on voit en fait au départ, ils se rendent compte que ce composé toxique, ce sont des PFAS. Donc il y a sur une vingtaine d'années la poursuite judiciaire et tout le processus judiciaire pour essayer de faire condamner cette entreprise. Et surtout, ce qui est intéressant là pour nous, c'est de voir un peu, ils expliquent un peu les potentiels assez toxiques de ces molécules. Donc si vous avez l'occasion de le voir, ça s'appelle Dark Waters, c'est sorti cette année. Je referme la page cinématographique
Et je reviens à notre problématique donc, de PFAS dans l'environnement. Donc vous le savez, la définition d'un risque, c'est la combinaison d'un danger et d'une exposition. Ici, le risque environnemental, il va se porter essentiellement au niveau des réserves d'eau, par exemple les eaux de surface, au niveau de la production d'eau potable, si vous avez des puits pour produire de l'eau potable, ou à l'usage domestique, si vous avez des puits à usage domestique, vous pouvez avoir aussi une problématique si vous pompez ces eaux et vous trouvez donc des PFAS dedans. Donc le danger, ça va donc être ces molécules PFAS, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, cette grande famille, et la voie d'exposition, ça va être les eaux souterraines. Donc on va vraiment s'intéresser à ça, à tout ça, au danger, à l'exposition et au risque qui est créé. C'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. Les solutions existantes à l'heure actuelle pour traiter ce problème, il n'y en a pas beaucoup. La plus utilisée actuellement, si on a ce problème de PFAS, ça va être de faire du pump and treat. Donc ça correspond à, on va pomper les eaux souterraines, les traiter et les réinjecter. Le traitement peut se faire par exemple sur charbon actif, c'est ce qui est le plus répandu. La contrepartie, le petit problème, ça va être pour l'élimination du charbon actif qui va être saturé en PFAS. Qu'est-ce qu'on fait de ce charbon actif? On peut imaginer aussi des traitements avec des résines échangeuses d'ions. Donc là, c'est beaucoup plus coûteux. Ou on pourrait aussi imaginer des filtrations membranaires de l'eau. Donc par exemple de l'osmose inverse, de la nanofiltration. Mais là aussi, en termes énergétiques, ça risque d'être assez coûteux. En termes de solutions in situ, pareil, il y a très peu d'options disponibles. D'une part, comme je vous disais, donc cette liaison FC, la Forever Chemicals. Donc ça fait que ce sont des molécules très résistantes qui vont résister à des oxydations chimiques, par exemple. Même au laboratoire, il n'y a pas de biodégradation qui a été démontrée. Et encore une fois, le seuil à atteindre est très bas, 70 nanogrammes par litre. Donc une poussière dans une piscine olympique. Donc pour les traitements, ça peut être assez compliqué pour un traitement conventionnel. À l'échelle laboratoire, il y a eu quelques initiatives, notamment des essais qui ont été réalisés avec des particules de fer zéro valent coatées avec du palladium. Donc ça a pu fonctionner à l'échelle laboratoire. On a aussi quelques essais d'oxydation chimique avancée. Si on regarde la bibliographie, il y a quelques essais qui ont été réalisés. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à une solution basée, donc une solution in situ basée sur le charbon actif pour jouer sur la voie d'exposition. Donc, comme je vous disais, le PFAS, le gros problème, c'est qu'il se retrouve dans la nature et qui va être transporté par les eaux souterraines. Donc nous, l'idée, ça va être de dire, si on injecte in situ du charbon actif, ça va être d'immobiliser ces PFAS sur le charbon actif. Donc on ne va pas directement essayer de détruire la molécule, donc on ne va pas essayer directement de jouer sur le danger, mais on va plutôt essayer de travailler sur la voie d'exposition, en éliminant cette voie d'exposition. Donc l'immobilisation des PFAS va permettre d'éliminer la voie d'exposition et donc d'éliminer le risque environnemental. Cette approche, en fait, c'est une approche qui est très similaire à l'approche que l'on a quand on doit traiter des problématiques de métaux. Si par exemple vous avez un problème d'arsenic sur un site, vous n'allez pas essayer de détruire les molécules d'arsenic, parce que ces molécules, à moins de faire une fission nucléaire, vous n'y arriverez pas. On ne peut pas détruire une molécule. Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va empêcher leur propagation dans l'environnement, donc jouer sur la voie d'exposition pour éliminer le risque environnemental. Donc là, sur les PFAS, c'est la même démarche, c'est de dire on va essayer de voir comment confiner ces molécules et empêcher qu'elles se répandent dans l'environnement. Alors là, c'est une petite animation qui vous montre un peu cette idée de dire comment est-ce qu'on va faire pour mettre en place le charbon actif et traiter cette voie d'exposition. Donc là, on imagine un aéroport sur lequel on a une cuve d'hydrocarbures qui a fui et on a donc répandu de la mousse anti-incendie dessus. Ça a créé un grand panache de PFAS et nous, perpendiculairement par exemple à ce panache de PFAS, on va venir mettre en place notre barrière à base de charbon actif colloïdal. Le charbon actif colloïdal qu'on va utiliser, donc le nom commercial c'est Plume Stop, plume pour panache, stop pour stop. Ce charbon actif, donc on parle de charbon actif colloïdal parce qu'il a une taille qui est entre 1 et 2 microns, donc une taille très petite. Donner un ordre de grandeur, c'est la taille d'un globule rouge. Cette petite taille lui permet d'avoir une surface spécifique très grande. On a plus de 1000 m² par gramme de charbon actif, donc ça fait une grande surface d'absorption qui permet d'avoir des grandes cinétiques d'absorption. Et autre particularité, donc c'est qu'on va mettre en suspension en fait ces particules de charbon actif colloïdal dans un polymère
Et en fait, quand vous allez utiliser ce plume stop, ça ressemble en fait à une encre noire. C'est cette encre noire qu'on va injecter dans le sous-sol pour essayer en fait de tapisser la porosité et créer in situ notre filtre à charbon actif. Voilà, là on voit exactement ce que je viens de dire. L'idée, ça va être d'injecter donc le charbon actif dans le sous-sol et donc de tapisser la porosité. C'est ce qu'on voit là. Vous voyez, les petits grains sont les particules de charbon actif. On le voit avec l'échelle, donc c'est des particules vraiment très fines. Et surtout, ce qu'on voit là avec cette image, donc c'est une image au microscope électronique à balayage, on voit aussi que on va créer une très fine couche à la surface des particules de sol. L'idée, c'est vraiment de créer une fine couche pour ne pas perturber les écoulements et pour ne pas modifier la perméabilité. L'idée, c'est vraiment, on vient tapisser la porosité, l'intérieur des particules de sol avec ce charbon actif. Alors sur ce charbon actif, si on parle déjà réactivité, parce que c'est bien intéressant de se dire on va injecter du charbon actif dans le sol, mais déjà, il faut être sûr que ce charbon actif va être en capacité d'absorber les PFAS. Donc ça, l'absorption de PFAS sur charbon actif, elle a été validée par nous, mais même par d'autres laboratoires universitaires indépendants, qui ont étudié la capacité des charbons actifs à absorber les PFAS. On voit ici, c'est un cas d'étude où des essais ont été faits avec du PFOS, donc un des PFAS qui est assez connu, et ils ont testé plusieurs tailles de charbon actif, et ils ont essayé de voir s'il y avait une corrélation entre la taille du charbon actif et la capacité de rétention. Donc ce à quoi on s'attendait, c'est que plus la taille du charbon actif est petite, et plus la capacité d'absorption va être grande. Donc là, on voit que pour une taille de charbon actif inférieure à 53 microns, on a la plus grande capacité d'absorption. Donc voilà, entre 180 et 500 microns, on a 90% d'absorption, et dès qu'on descend en dessous de 53 microns, on est à plus de 99,9%. Ce qui tombe bien, parce que nos particules de plume stop, elles vont avoir une taille qui est inférieure à 2 micromètres. Donc on est bien dans cette gamme-là. Ça, c'est un peu pour vous montrer l'influence de la taille des particules sur ce qu'on a dit au tout début, sur la surface spécifique, donc la surface d'absorption de la particule de charbon actif. On voit quand on a des particules granulaires, donc ça va être du charbon actif en grains. C'est typiquement ce que vous allez retrouver sur vos chantiers quand vous avez des colonnes de charbon actif pour traiter les eaux de chantier. Donc c'est des particules de charbon actif assez grosses, plus de 500 microns de taille. C'est intéressant en application sur site parce que ça permet de les mettre en cartouche et ça évite que ça parte avec l'eau, mais ça ne permet pas d'avoir des grandes surfaces d'absorption. Alors quand vous avez des charbons actifs colloïdales très petits, vous avez une très grande surface d'absorption, vous avez beaucoup plus de petites particules qui permettent d'absorber plus de PFAS. Alors on a nous-mêmes testé, donc comme je disais, au laboratoire, cette capacité d'absorption des PFAS. Et là, on a eu un peu de chance, si je puis dire, on a travaillé sur un site en Italie sur lequel il y avait un grand cocktail de PFAS. On avait énormément de PFAS avec différentes tailles. Donc des plus petits, donc C4, c'est-à-dire 4 atomes de carbone, jusqu'à 12 atomes de carbone. Donc vous voyez, différentes tailles de PFAS. Et un mélange donc, qui allait jusqu'à 363 000 nanogrammes par litre. Encore une fois, à mettre en regard de notre objectif de 70 nanogrammes par litre. Après le premier traitement, on se rend compte que déjà on élimine une grande partie des PFAS. Donc là, ce qu'on a fait, c'est on a pris l'eau et on a mis du plume stop dedans et on a essayé de voir si on absorbait ça. Donc on voit qu'après un traitement, on arrive à en absorber beaucoup. Cependant, on voit que les plus petites molécules, donc qui sont sur la gauche, ont plus de mal à être absorbées. Et donc on a refait un deuxième traitement. Et après ce deuxième traitement, on élimine encore un peu plus. Mais là, par exemple, on voit que l'acide perfluorobutanoïque, eh ben, il reste présent après 2 traitements. Et c'est là une des plus petites molécules. Donc, à retenir, les grosses molécules vont s'absorber assez facilement. Pour les plus petites molécules, il va falloir faire attention et mettre en place une stratégie spécifique si on veut vraiment atteindre des concentrations basses pour ces petites molécules. C'est ce qu'on va voir sur la slide d'après. Donc en fait, le charbon actif, quand on va le mettre en place dans le sous-sol, l'idée, ça va être de jouer sur le facteur de retard. Le facteur de retard, c'est un paramètre qui permet un peu d'estimer comment va se déplacer votre polluant une fois qu'il va être dans la nappe d'eau. En gros, s'il a un facteur de retard de 1, ça veut dire qu'il va se déplacer à la même vitesse que la nappe d'eau. S'il a un facteur de retard de 10, ça veut dire qu'il va se déplacer 10 fois moins vite que la nappe d'eau. Quand on va ajouter le plume stop,
l'idée, ça va être d'augmenter autant que possible ce facteur de retard. Et par exemple, pour les PFAS, naturellement, on a des facteurs de retard qui sont entre 3 et 19. Mais quand on va ajouter le plume stop, l'idée, ça va être d'avoir des facteurs de retard qui vont être entre 500 et 5000. Encore une fois, le facteur de retard ne va pas être le même en fonction de la taille de la molécule. Plus les molécules seront petites, plus le facteur de retard sera petit. Plus elles seront grandes, plus le facteur de retard sera grand. Donc sur la slide d'après, on voit ici comment est-ce que ça se passe en termes d'injection sur site, dans la vie réelle, on va dire. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une barrière de plume stop suffisamment longue pour, au début, capter les PFAS avec la plus grande taille, donc les plus facilement adsorbables, et ensuite, au fur et à mesure, tout le long de la barrière, on va essayer d'absorber petit à petit les molécules qui seront les plus compliquées, donc les plus petites. Donc l'idée, ici, c'était pour vous montrer, quand on fait un dimensionnement d'une barrière au plume stop, on prend en compte toutes les molécules qu'il y a à traiter, ici tous les types de PFAS, et on va essayer de la faire suffisamment longue pour être sûr qu'on va réussir à capter tout le monde, à ne pas laisser passer personne. Alors, je vous ai parlé de la réactivité, là je vais vous parler de la capacité de distribution du plume stop dans le sous-sol. Parce que c'est bien intéressant de montrer que le charbon actif, en effet, il peut capter les particules de PFAS, mais maintenant, est-ce qu'on va être en mesure de le mettre en place dans le sous-sol? Donc là, c'est un petit essai labo qui a été réalisé. Donc on a deux colonnes, deux colonnes de sol, le même sol de chaque côté, on va dire c'est un sable assez fin. À gauche, on va essayer de faire couler du plume stop, et à droite, du charbon actif en poudre. Le tout uniquement de façon gravitaire. Et donc ce qu'on va voir sur la slide d'après, c'est que le charbon actif en grain, en poudre, pardon, il va avoir tendance à s'accumuler au début, à s'agglomérer, il n'arrivera pas à rentrer dans la porosité, alors que le plume stop, qui est beaucoup plus petit et qui possède un polymère spécial, va pouvoir se diffuser beaucoup plus rapidement et va pouvoir vraiment tapisser l'intérieur de la porosité. La petite photo, là, c'est pour vous montrer en vrai à quoi ressemble l'expérience. C'est une grande colonne dans laquelle on va venir faire percoler soit le plume stop, soit le charbon actif. Alors, je vous l'ai dit, donc, on a vu le plume stop, il se diffuse bien, très bien, dans la porosité du sol. L'intérêt de ça, c'est qu'il va pouvoir nous aider à traiter ce qu'on appelle les problèmes de rétrodiffusion. Donc là, c'est une petite animation qui permet d'expliquer ça. Alors, la rétrodiffusion. Vous allez le voir sur l'animation, on va partir d'un site, un sol, relativement hétérogène, comme la majorité des sols, où il va y avoir une partie très peu perméable, par exemple, disons des limons, et une partie très perméable, disons des sables. La pollution va, au début, se répartir plutôt dans les sables. Et au cours du temps, elle va réussir à diffuser à travers ces limons moins perméables. On parlait vraiment de diffusion. Quand vous allez mettre en place votre traitement, un traitement classique, vous allez réussir à traiter facilement la zone très perméable, parce que c'est là-dedans que vous allez injecter facilement. Par contre, une fois que vous allez arrêter, cette zone très perméable va être réalimentée par la zone moins bien perméable. On va parler de phénomène de rétrodiffusion. Donc, ce qui fait que vous allez arrêter votre traitement, vous allez dire c'est bon, j'ai bien traité, tout est réglé, et en fait, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des effets rebonds. C'est ce qu'on voit là sur cette petite animation. En fait, on voit qu'au début, donc, on est plutôt dans la zone très perméable. Ensuite, la pollution se diffuse dans la zone moins perméable. Et quand vous faites par exemple un pompe and treat, et vous allez pomper la pollution dans la zone très perméable, mais une fois que vous allez arrêter, cette zone va être réalimentée par les effets de rétrodiffusion, donc réalimentée à partir de la zone moins perméable. Donc ce qui fait que vous aurez beaucoup de mal à atteindre des objectifs bas, parce qu'à chaque fois, vous allez avoir ce qu'on appelle classiquement les effets rebonds. C'est ce qu'on voit sur cette petite animation qui défile. Donc voilà. Et vous risquez donc d'être amené à pomper et à traiter pendant très longtemps, et jusqu'à atteindre une asymptote, et vous ne comprendrez pas pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à descendre plus bas. Mais ça sera à cause de ces effets de rétrodiffusion. Et donc nous, on s'est demandé si, avec le plume stop, on pouvait essayer de gérer ce problème. Donc on a fait des essais au labo, on fait beaucoup d'essais labo, il y a un laboratoire de Regenesis qui est situé en Californie pour ça, avec une équipe de recherche. Et donc là, ils ont travaillé sur des cellules en 2D. Donc vous la voyez là, la cellule en 2D. On va la retourner pour mieux visualiser ce qui se passe. Voilà. On va mettre des petits nuages et un petit peu d'herbe au-dessus pour bien comprendre que c'est le sous-sol. Et donc dans cette colonne, on a fait un milieu hétérogène. On a des zones faiblement perméables avec les limons,
qui sont plutôt en vert, et des zones beaucoup plus perméables avec des sables. Donc, vous voyez, il y a un enchaînement limon, sable, limon, sable. Donc les limons sont en rouge et les sables sont en vert. Et on va injecter, là sur la photo, de gauche à droite. On va injecter notre plume stop. Voilà, à partir d'ici des pointillés jaunes, on injecte. Donc, ici, on voit que le plume stop arrive à bien se diffuser dans la zone très perméable, donc dans les sables. Ça, on s'y attendait. Mais ce qu'on va voir surtout, c'est qu'au cours du temps, il va y avoir une diffusion de ce plume stop dans les zones moins perméables. C'est ce qu'on voit, vous voyez, le panache, si je puis dire, le panache de charbon actif va s'étendre à la zone moins perméable, au limon. Donc on va avoir une imprégnation des limons avec notre plume stop. Et cette imprégnation, elle va pouvoir, en fait, elle va nous aider à traiter les effets rebonds, parce qu'on va réussir à faire diffuser notre plume stop dans cette zone faiblement perméable, et donc on évitera ainsi que cette zone faiblement perméable réalimente la zone très perméable. Donc ça, c'est une photo, voilà, après essai. On voit que les sables, bon, si attendez, ils sont très noirs, ils ont été très facilement tapissés par le plume stop, mais on voit aussi que les limons, je ne sais pas si vous le voyez un peu, il y a une auréole noire dessus, ce qui montre la diffusion du plume stop à l'intérieur, à travers ces limons. Sur chantier, comment est-ce que ça va se passer? Après avoir injecté le plume stop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des carottes pour s'assurer de la bonne injection homogène du plume stop. Et là, on voit par exemple, c'est un exemple sur un aéroport, on a essayé d'injecter le plume stop au niveau de la nappe, au début de la nappe, jusqu'au substratum. Donc les premiers mètres n'ont pas été injectés en plume stop, on voit que le terrain garde sa couleur naturelle, mais à partir du niveau de la nappe, on voit que le sol se colore en noir, ce qui est lié à l'injection du plume stop. Et le substratum, on ne l'a pas injecté, donc lui aussi, il garde sa couleur naturelle. Alors le charbon actif colloïdal, donc pour résumer un peu tout ce que je viens de dire. C'est un charbon actif, donc d'une taille de 1,2 micron, qui a été spécialement conçu pour pouvoir se diffuser dans le sous-sol, afin de créer des barrières in situ. Une fois qu'on aura créé cette barrière, on va essayer, l'idée de cette barrière, en fait, ça va pas être d'immobiliser définitivement, ça va être de retarder en fait la diffusion du PFAS. Mais vous allez le voir, on parle de retard sur plusieurs dizaines d'années. Et donc, quand on injecte ce plume stop, l'idée c'est de jouer sur le facteur de retard des PFAS. On va essayer d'avoir un facteur de retard le plus grand possible. Pour synthétiser un peu tout ce que je viens de dire. Donc, comme je disais, on va donc fabriquer une barrière in situ. Donc, cette image là, vous allez le voir, on va la revoir plusieurs fois hein, avec des carottages de sol qui montrent la distribution du plume stop. Et l'idée, ça va être d'avoir une longévité la plus grande possible. Donc, ça va être d'être capable de retarder les PFAS le plus longtemps possible. Et bien, tout ça, ça va dépendre du type de polluant. Comme je disais, il y a des polluants qui sont plus durs à traiter que d'autres, notamment les petits PFAS sont plus durs que les grands PFAS. Ça va dépendre aussi de la présence d'espèces compétitrices, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'espèces qui peuvent s'absorber à la place des PFAS et donc occuper des sites d'absorption. Ça va également dépendre du flux de polluants à traiter. Donc ça, le flux de polluants, ça va être une combinaison entre le débit et la concentration. Et ça va aussi dépendre de la quantité d'adsorbant qu'on va mettre en place. Donc la quantité d'adsorbant qu'on va mettre dans notre barrière de plume stop. Alors après cette approche théorique, on va passer aux cas d'études, comme je disais, à travers le monde, qui ont été réalisés de mise en application de ce plume stop pour traiter les PFAS. Donc je vais vous présenter là 5 sites. Je vais accentuer vraiment sur un site qui se trouve au Canada. Donc ça a été notre premier site sur lequel on a fait le plus de choses, sur lequel on était le plus loin pour traiter les PFAS. Donc je vais vraiment mettre l'accent sur ce site. Et les autres sites, je vais plutôt m'arrêter sur une particularité de chaque site, pour ne pas non plus faire un catalogue de tout ce qu'on a fait. Vous verrez, le plus souvent, on a été amené à traiter les PFAS, mais on a rarement traité les PFAS seuls. Souvent, les PFAS étaient mélangés avec différents hydrocarbures, voire des COHB. Et tous ces essais, là, donc ces 5 essais, nous ont permis de voir qu'on a traité un grand panel de concentration en PFAS de 100 à 170 000 nanogrammes par litre. Ce qu'on voit aussi, c'est que cette approche de traiter les PFAS avec le plume stop, même de traiter les PFAS tout court, c'est relativement récent. On voit que sur les 5 sites que je vais vous présenter, 4 ont été réalisés fin 2019. Donc c'est vraiment une problématique qui est en cours de développement et qui est en cours vraiment d'expansion.
Donc là, c'est 5 sites, 4 qui ont été réalisés en novembre 2019, et on a encore 10 sites qui sont en attente, qui devraient être réalisés courant 2020. Donc, vous voyez, c'est vraiment une problématique qui commence et qui est vraiment en pleine expansion. Alors, commençons donc, comme je disais, avec ce site au Canada, qui est une ancienne usine de meubles à Ontario, dans l'Ontario. Alors, sur ce site, c'est un client qui nous a appelé, comme je disais, une ancienne usine de meubles. Initialement, ils ont eu des soucis de sources de pétrole, d'hydrocarbures dans les sols, parce qu'avant d'être une usine de meubles, il y a eu plusieurs activités. Donc, ils nous ont appelé, on se dit, voilà, on a pas mal de problèmes de PTEX, de HAP, ce genre de choses. Et en discutant avec le client, il nous a fait part du fait que ce site avait été également utilisé comme étant un centre d'entraînement pour les pompiers, ainsi qu'une ancienne usine de revêtement de tissu. Donc là, ça a fait un peu tilt pour nous. Et on s'est dit, mais il y a peut-être un souci de PFAS, si c'était un centre notamment d'entraînement des pompiers. Donc on a fait une campagne d'analyse, et bingo, on a réussi à analyser des PFOS et des PFOA à des concentrations relativement importantes, 1450 et 3260 nanogrammes par litre. Toujours à remettre en regard de l'objectif fixé par l'EPA de 70. Au niveau de la géologie, on se retrouvait plutôt dans les sables limoneux. Le gros avantage, c'est qu'on avait une nappe peu profonde. Vous verrez, ça a eu un impact sur les coûts en fait, de traitement. On a une nappe qui était seulement à 1 mètre sous le niveau du sol. Et une vitesse de nappe relativement stable, autour de 0,8 mètres par jour. Donc de panache, de PFOS et de PFOA. La méthodologie d'injection, on a utilisé le direct push. Donc, comme je disais, la nappe était peu profonde, donc on a fait des injections entre -1 et -2 mètres. On a pu travailler à relativement faible pression, parce qu'encore une fois, le PFAS, ça se présente comme une encre noire en fait, vraiment un liquide qui s'injecte comme de l'eau, donc on a pu l'injecter assez facilement dans la porosité. Pour traiter à la fois les PFAS et, comme je disais, il y avait aussi cette problématique d'hydrocarbures à traiter, on a injecté au total à peu près 700 kg de charbon actif liquide, donc de plume stop. À ça, on a ajouté de quoi traiter aussi les hydrocarbures. Donc, on a ajouté du produit à libération d'oxygène qui s'appelle l'ORC. Donc, au total, on a fait 50 points. Et ces points, vous voyez ici sur l'image, ils ont été répartis de façon à faire un maillage vraiment homogène. Parce que, encore une fois, l'idée du plume stop, c'est de créer une barrière la plus homogène possible pour ne pas permettre à du polluant de passer à travers sans être capté par le charbon actif. Donc, on fait vraiment un maillage très précis pour capter un maximum de polluants. Et vous allez voir, on va zoomer un peu sur les zones notamment d'injection qui ont été réalisées pour le traitement des PFAS. Donc voilà, c'est le zoom qui est là. Donc ce qu'on a fait, les points d'injection sont les carrés rouges. Et pour s'assurer de la bonne homogénéité, comme je disais, c'était un peu la première application du plume stop pour les PFAS, donc on a fait très attention à ce que tout se passe bien. Donc ce qu'on a fait, on a injecté donc au niveau des carrés rouges, et ensuite on est venu faire des prélèvements à la fois pour essayer d'estimer le rayon d'influence, donc ça ce sont les points rouges, et à la fois pour essayer de s'assurer de la bonne distribution homogène. Donc ça, ce sont les points verts. Donc des carottages pour le rayon d'influence et des carottages pour s'assurer de la distribution homogène. On va voir les résultats sur la slide d'après. Donc au niveau de la distribution homogène, comme je disais, les petits points rouges là, c'est des carottages qu'on a fait. Et ce qu'on fait en fait pour s'assurer de la présence de plume stop, d'une part visuellement, on voit que le sol il est noir ou pas, mais de façon un peu plus quantitative, on va mesurer en fait la teneur en carbone organique. Parce que ce charbon actif va créer du carbone organique, et en mesurant ça, on peut s'apercevoir si oui ou non le plume stop a bien été distribué. Et c'est ce qu'on voit là sur les images. On a fait en fait des profils de mesure de carbone organique sur la profondeur. Et on voit que dans la zone d'injection, on a des augmentations de la teneur en carbone organique. Donc là, l'échelle, c'est en pieds, mais donc ça revient en fait entre -1 et -2 mètres. On voit une augmentation de la teneur en carbone organique. Sur la slide d'après, là, on s'est plutôt intéressé au rayon d'influence. Donc là, on a regardé à plusieurs distances par rapport au point d'injection. Et pareil, on a essayé de s'assurer pour voir jusqu'où allait en fait le plume stop quand on l'injectait à partir d'un point. Donc on voit qu'on arrive à aller jusqu'à à peu près 15 pieds à partir du point d'injection, ce qui permet d'avoir vraiment une très grande
une très bonne distribution du plume stop. Je vous laisse faire la conversion de pieds en centimètres. Moi, je me trompe à chaque fois, donc je vous laisse la faire. Alors, une fois qu'on a fait ça en place, comme je vous disais, c'était une des premières applications de plume stop pour le traitement d'épiphases. Donc, on a mis en place un plan de suivi conséquent. Donc, on a regardé pour les PFOS et les PFOA à partir du 3e mois jusqu'à 34 mois, donc un suivi vraiment régulier. Donc eux, c'était vraiment nos polluants cibles, PFOS, PFOA. On a vu qu'il y avait d'autres petites molécules, telles que PFBA, on l'a mis en gras parce que c'est une petite molécule qui est assez intéressante. Eux, on les a suivis à 18, 21, 24 et 34 mois. On a aussi fait un suivi de tout un tas de paramètres inorganiques. Donc ça, c'était aussi pour suivre s'il y avait bien une biodégradation des hydrocarbures, parce qu'il ne fallait pas oublier aussi cet objectif. Et on a également regardé du séquentage biologique pour s'assurer de la bonne biodégradation des hydrocarbures. On va voir les résultats. Donc, au niveau des BTEX, dès le 3e mois, on était largement en dessous des recommandations. Donc, très rapidement, on a pu dire BTEX hydrocarbures pétroliers, c'est traité. Au niveau des PFOS et PFOA, on voit aussi que très rapidement, donc le jour de l'injection, c'est le jour 0 là sur le graphique. C'est la flèche noire. Donc on voit que dès l'injection, dès les 3 mois après l'injection, les concentrations sont descendues en dessous des seuils de détection. Seuil de détection qui était à 30 nanogrammes par litre. Donc ça a été assez intéressant. Ce qu'on voit, c'est que on a le PFUNA, donc c'est un petit PFAS, qui après 18 mois a eu un léger rebond. Donc on l'a détecté à peu près à 20 nanogrammes par litre, mais ensuite on voit qu'il a rediminué. Et donc on a eu un suivi sur plus de 3 ans. Et 3 ans après, on voit que tous les PFAS mesurés étaient en dessous des limites de détection, ce qui permet un peu de confirmer le bon traitement de cette problématique PFAS. Alors, encore une fois, étant donné que c'était la première application PlumeStop pour traiter des PFAS, on a fait beaucoup de modèles, beaucoup de techniques, on a travaillé avec des universités, on va le voir après. Et là, c'est un modèle qu'on a développé en interne chez Regenesis pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe et notamment la longévité de notre traitement. Donc pour ça, en fait, on fait des simulations en faisant varier, ce que je vous expliquais tout à l'heure, les facteurs de retard. Donc on va prendre des facteurs de retard entre 2000 et 50 000. On va dire 2000, c'est l'hypothèse la plus pessimiste, et 50 000, c'est l'hypothèse, c'est ce qu'on obtient au laboratoire en fait. Donc on va dire la plus favorable. Et ben on voit que même avec l'hypothèse la plus pessimiste, donc de 2000, on va avoir une longévité de 30 ans à peu près. Quand je parle de longévité, c'est le temps à partir duquel on va dépasser notre objectif de 30 nanogrammes par litre. Et si on est à 5000, ben là on a une longévité de plutôt de presque 86 ans. 10 000, 20 000, 50 000, là on est à des longévités qui sont de plusieurs centaines d'années. Donc on était assez rassuré là-dessus en ayant fait ces petits calculs. Pour aller plus loin, si jamais ça vous intéresse, comme je disais, on a travaillé avec l'université au Canada, qui ont fait plusieurs essais, qui ont fait plusieurs études et qui ont publié des articles pour un peu traiter de façon encore plus scientifique ces résultats. Ce qu'ils ont montré, donc, c'est que les PFAS étaient bien absorbés sur le charbon actif, et notamment, là, ce qui nous intéresse, c'est les réflexions qu'ils ont eues pour essayer de savoir un peu ce qui va se passer à très long terme. À savoir, il y a une question qui se pose et qu'on peut se poser et qu'on verra dans l'avenir ce que ça donne, c'est de savoir si une fois que ces PFAS sont absorbés sur le charbon actif, est-ce qu'on peut espérer une biodégradation à très très long terme? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que les PFAS sont absorbés sur le charbon actif, donc on peut avoir un contact intime, un bon contact, entre d'éventuelles bactéries qui seraient capables de dégrader ces PFAS et ces PFAS. Donc une des pistes, des perspectives de recherche, c'est de savoir si une fois que ces PFAS sont immobilisés, est-ce qu'on peut espérer une biodégradation peut-être à 10, 20, 30 ans. Donc tout ça, si vous avez besoin des publications, si vous voulez les lire, on pourra vous envoyer les coordonnées. Au niveau des coûts, donc là, c'est des coûts qui sont présentés où on compare un peu des coûts qu'on a eu pour ce traitement avec le PlumeStop à des coûts éventuels si on avait mis en place un pump and treat. Bon, ces coûts, ils sont très intéressants, cette comparaison de coûts, mais il faut la prendre quand même avec du recul. D'une part, comme je vous ai dit, la nappe était à 1 mètre sous le niveau du sol. Donc ça veut dire que ça a été relativement simple d'injecter du PlumeStop entre -1 et -2 mètres.
Ce qui fait que nos coûts ont été relativement faibles. Le coût du chantier a été de 72 000 €. Alors que la faible proximité de cette nappe ne va pas avoir vraiment d'influence sur les coûts de traitement d'un pompage-traitement. Donc c'est pour ça que le gap va être si important entre nos deux études de coûts. Donc ça pour dire, c'est qu'en effet, là, on a une grosse différence de coût. On passe de 72 000 € pour du plume stop à 1 million pour du pump and treat. Mais il faut se dire aussi que c'est bien particulier, c'est parce que dans ce cas-là, sur ce site, on avait une nappe qui était peu profonde. Mais l'idée, en fait, c'est de dire qu'un traitement avec du plume stop va être beaucoup plus économique qu'un pompage-traitement qui peut durer, là, on a compté sur 20 ans, parce que, encore une fois, ces ces PFAS vont mettre beaucoup de temps à être traités intégralement. Alors, le deuxième cas d'étude que je voulais vous présenter, c'est un cas d'étude, là, cette fois-ci, c'est aux États-Unis. Donc, on descend un peu plus au sud par rapport au Canada. Et notamment, c'est dans le Michigan. Donc là, nous sommes intervenus sur une base de l'armée de l'air. Donc, ça s'appelle Camp Grayling. C'est le centre d'entraînement de la garde nationale. C'est le plus grand centre d'entraînement de la garde nationale des États-Unis. C'est un centre historique, donc qui est fondé en 1913, et surtout, c'est un centre qui est très grand, plus de 60 000 hectares. Historiquement, ils ont eu des soucis de diesel, de solvants chlorés, etc. Mais surtout, des PFAS. Plusieurs traitements qui ont été réalisés, du pump and treat, du air spurging, de l'extraction double phase, mais rien n'a permis de vraiment traiter cette problématique de PFAS. Donc c'est pour ça qu'on a été appelé pour traiter cela. Alors le site, vous avez ici une vue de dessus. Donc bon, il n'y a pas l'échelle, mais en gros, imaginez, ça fait 60 000 hectares. Quand on regarde, on zoome. Sur ce site, il y a eu des endroits où il y a eu notamment des stockages d'hydrocarbures. Et au niveau de la géologie, on avait plutôt sable-gravier, une couche d'argile à 8 mètres et une seconde couche d'argile à 15 mètres. Cette fois-ci, la nappe était un peu plus profonde, on était à moins 6 mètres. Vous voyez, tout à l'heure, on était à moins 1 mètre. Là, on descend à moins 6 mètres. Hop, si on continue l'animation. Voilà. Sur cette photo, on ne voit pas très bien, mais ce que vous voyez, c'est des puits en... Ben voilà, Chris met la petite... Merci Chris pour le curseur. Donc en rose, là, ce qu'il vient de vous montrer, ce sont les points d'injection du plume stop. Donc ce sont des petits carrés roses qui montrent en fait qu'on a fait une barrière un peu courbe. Et en jaune, ce sont les puits de monitoring. On va le voir sur l'image d'après. Sur le dessin, ce sera plus clair. Voilà. Ici, vous voyez la barrière courbe, donc avec les points d'injection du plume stop et des puits de monitoring. Donc 2 puits de monitoring en aval de la barrière et un puits de monitoring en amont. Et on va regarder un peu ce qui s'est passé. Alors là, sur cette image, ça c'est pour vous expliquer un peu comment on fait sur site pour s'assurer de la bonne distribution du plume stop à partir de puits de monitoring. Ce qu'on fait, c'est qu'on a un étalon, donc ici un étalon plume stop qui est à 50 ppm, donc il y a une certaine couleur, et on va prélever de l'eau dans le puits. Et cette eau du puits, eh ben, on va la diluer jusqu'à ce que la couleur devienne similaire à la couleur de notre étalon. Et de ce fait, ça nous permettra rapidement sur site de connaître un peu la concentration en plume stop qui se retrouve dans nos puits de monitoring. Donc voilà, c'est un petit test sur site pour essayer de s'assurer de la bonne distribution du plume stop dans le sous-sol. Et l'autre technique, c'est de faire des carottages. Donc on va regarder, en fonction de la couleur du sol, on va pouvoir rapidement voir si oui ou non le plume stop a bien été injecté. Vous voyez, on retrouve encore cette petite image là avec les carottes. On voit ici qu'on a bien injecté le plume stop entre 4,5 et 8,2 mètres, donc dans la zone la plus perméable et dans laquelle il y a le plus grand flux de polluants à traiter. Alors au niveau des résultats, si on regarde, comme je disais, il y a un puits en amont. Donc sur ce puits en amont, on voit que les concentrations en PFAS étaient autour de, on va dire, 100, 140 microgrammes par litre, nanogrammes par litre, pardon. Et si on regarde en aval, hop, et bien là, on voit qu'en aval, on va dire 1 mois après l'injection, très vite, les concentrations ont diminué et sont tombées en dessous de la limite de détection de 10 nanogrammes par litre. Donc 1 mois, 2 mois, on va dire 3 mois après, on descend en dessous des limites de détection. Donc on n'a plus de soucis en aval de la barrière, on ne détecte plus les PFAS dans les eaux souterraines. Autre site intéressant, donc là c'est un site géré par
l'Agence environnementale des États-Unis, sur lequel on a utilisé, ils ont pendant longtemps, ce site a été utilisé pour du recyclage de solvants. Donc, vous l'imaginez, un problématique donc, de solvant chloré. Donc pour ça, on a fait une combinaison entre du charbon actif, à peu près 11 tonnes de charbon actif, et 2 tonnes de fer zéro volant. Et on a 5 PFAS qu'on a identifiés, donc du PFOA, du PFOS, du PFNA, PFHXS et PHFPA. Donc les concentrations initiales, on était un peu comme le camp Grayling, là, à 148 nanogrammes par litre, avec un objectif à 70 nanogrammes par litre. Donc on a mis en place une barrière, et ce qu'on a fait là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu faire un suivi au niveau de la tranchée. Donc ça, au niveau de la tranchée, c'est le plus intéressant parce qu'on a des résultats tout de suite, parce que vous venez me regarder juste à côté de là où vous avez injecté. 3 mètres en aval, donc un peu plus loin, on voit pareil qu'on a des résultats intéressants, mais il faut attendre un petit peu plus pour que les concentrations diminuent. Et si on regarde encore plus loin, 15 mètres en aval, là on voit qu'il faut encore plus de temps pour avoir une réelle diminution des concentrations au PFAS. Là on voit qu'entre l'injection qui a été réalisée fin juillet et début septembre, on voit que les concentrations ont diminué, mais il faut encore attendre un peu pour pouvoir avoir une plus grande diminution. Donc tout ça, en fait, on l'a fait pour se rendre compte que plus on va regarder loin de la barrière d'injection, et plus il faudra du temps pour avoir des diminutions spectaculaires des PFAS. Quatrième cas d'étude, donc là, celui-là, il est intéressant, donc on change complètement de région du monde, là on est au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, et là, nous sommes intervenus sur une usine pétrochimique. Donc sur ce site, on avait un stockage d'hydrocarbures, mais qui dit stockage d'hydrocarbures, des pompiers, des mousses anti-incendie, et donc une problématique de PFAS. Et notamment, là, cette fois-ci, un grand cocktail de PFAS, donc 6 PFAS avec des concentrations 44,85 microgrammes, donc 44 000 nanogrammes par litre. Alors, regardons ce que ça donne. Et la grosse particularité sur ce site, c'est qu'on avait un aquifère salin, parce qu'on se trouve en Arabie Saoudite, donc un aquifère très salin et une géologie plutôt stable. Donc on a fait ici, c'est un pilote, donc une zone de 100 mètres carrés sur laquelle on est venu injecter entre moins 1 et moins 3 mètres. Et sur laquelle, sur cette zone, on a injecté à peu près 1 tonne de plume stop. On a été obligé d'utiliser des puits d'injection parce que le direct push n'était pas envisageable pour ce traitement. Alors on va voir sur la slide d'après. Donc ça, c'est les injections qui ont été réalisées en utilisant donc des puits d'injection. Donc on utilise des puits qu'on équipe et dans lesquels on peut utiliser par exemple des packers pour vraiment cibler la zone d'injection. Au niveau des résultats donc, de ce pilote, ce qu'on voit, c'est qu'encore une fois, très rapidement, après l'injection, on a des fortes diminutions de tous les PFAS. Donc en réalité, en amont, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 PFAS qui sont au-dessus des limites de détection, mais dès l'injection, tous les PFAS tombent en dessous des limites de détection. Donc 6 semaines après l'injection, les 14 PFAS sont descendus en dessous des seuils de détection. Et même pour les petites chaînes, donc c'est ce qui nous intéressait, de voir si les C4 étaient également absorbés, on a vu que oui. Donc de la même façon qu'au Canada, on a fait une modélisation et on voit que le traitement est viable sur plus de 30 ans. Et surtout, là, ce qui nous intéressait sur ce projet, c'était de montrer que la salinité n'avait pas d'impact sur le process. Donc on voit qu'on peut injecter le plume stop dans des aquifères salins et que les performances restent les mêmes. On a une injection grande échelle qui a été réalisée, un peu décalée fin 2019, on a atteint des résultats pour voir l'installation à grande échelle. Un autre site, donc là cette fois-ci c'est en Suède, donc on revient en Europe, et là sur ce site, ce qui est intéressant, on va le voir après, c'est que c'est un site qui a été réutilisé pour une autre application. Donc un site industriel qui a voulu être réutilisé pour faire des habitations. Donc toujours pareil, un problème lié au centre d'entraînement des pompiers, donc notamment aux mousses anti-incendie qui ont été utilisées. Et là, la petite particularité notamment, c'est qu'on était dans une géologie très hétérogène, avec la mer pas loin, donc des effets de marée assez importants. Et initialement, on n'avait que des PFOS qui avaient été identifiés, mais que des PFOS, mais à des concentrations relativement élevées, 17 microgrammes par litre, donc ça veut dire 17 000 nanogrammes par litre. Hop. Alors, ce qu'on a fait, là, c'est ça qui est intéressant sur ce site, c'est un peu la démarche qui a été utilisée. C'est, OK, on a dit il n'y a que des PFOS, on a quand même mesuré les autres PFAS pour voir si on n'en avait pas d'autres. Et ce qu'on a vu, c'est qu'au final, on avait énormément de PFAS avec des concentrations très élevées.
Si vous voyez sur le petit tableau, la dernière ligne, on est entre 33 000 et 78 000 nanogrammes par litre de PFAS, donc des concentrations relativement importantes à traiter. Avant de faire l'injection, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on essaye d'évaluer les zones de flux. Donc, on essaie de regarder la géologie, les différentes granulométries pour voir un peu où est-ce qu'on va injecter. Et d'abord, on fait des tests d'injection d'eau. On essaie de voir un peu le volume d'eau qui peut être accepté par le sous-sol. On va continuer sur la slide d'après. Voilà, donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'encore une fois, on a fait une ligne courbe pour essayer de capter un maximum de panache de polluants. Et on a injecté à peu près tous les 2,5 mètres. Donc encore une fois, là, ce qu'on a essayé de viser, c'est entre le haut de l'aquifère, donc 1,5 mètre, et 4 mètres, le substratum. Et une injection de bas en haut. On va voir pour les résultats. Donc ça, on va avoir des petites photos de voilà, l'équipe d'injection de Regenesis, et notamment le matériel qui a été utilisé, donc du direct push. Et ici, c'est l'outil de direct push qui a été utilisé. Hop. Et ça, c'est le même test que ce que je vous disais. On a un étalon et on compare par rapport à cet étalon pour avoir les concentrations rapidement sur site. Donc les résultats, ils sont très intéressants, encore une fois. On voit que dans la barrière, juste après l'injection, eh ben, on a des concentrations qui ont diminué de façon spectaculaire et qui sont descendues très rapidement en dessous des limites de détection. Ici, sur ce site, ce qui était important, c'était de se rendre compte que le plume stop, il peut être utilisé pour traiter de très fortes concentrations en polluants, et donc ce qui nous laisse envisager qu'on pourrait l'utiliser pour vraiment travailler à proximité des zones sources de PFAS. Et ici, donc, on a vu que 12 mois après, il n'y avait pas d'effet rebond. Étant donné que les concentrations initiales étaient importantes, on a quand même essayé de discuter avec le client pour essayer d'augmenter le plus possible la longévité de la barrière. Et pour cela, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre en place différentes stratégies, notamment demander s'il y a possibilité d'éliminer la source dans les sols, d'essayer de réduire l'infiltration des eaux, donc par exemple en protégeant en surface. Et toutes ces mesures, le but, c'est d'augmenter la longévité de la barrière. Les pleines échelles est prévu pour 2020 et avec un coût approximatif, donc on a entre 100 et 150 mètres de barrière, et le coût approximatif de chantier est autour de 200 000 €. J'ai fini de vous présenter donc la partie théorique, les cas d'études. Je vais résumer rapidement, je vois que j'ai mis un peu de temps pour tout ce que je viens de dire sur le plume stop. Donc le plume stop, il peut être utilisé pour traiter les PFAS in situ, pour traiter les problématiques de PFAS dans les eaux souterraines. Pour ça, je vais passer rapidement sur les différentes stratégies d'application. On l'a vu, une première stratégie d'application, c'est mettre une barrière. C'est ce qu'on a vu notamment dans les cas d'études. On met une barrière pour essayer de capter ces panaches de polluants. La deuxième stratégie, ça va être plutôt de faire plusieurs barrières, notamment si vous avez beaucoup à traiter ou si vous avez des petites molécules difficiles à traiter, on peut imaginer une succession de barrières. On peut essayer aussi imaginer de traiter localement la source. Donc ça, on l'a vu notamment avec le dernier cas d'étude là en Suède, qu'on était capable de traiter des zones relativement concentrées. Ou alors, la dernière stratégie, ça va être plutôt de travailler en protection, par exemple, d'une réserve en eau ou d'un puits de pompage. Ça peut être une protection, une mesure provisoire pour empêcher en fait les plume stop de venir, le PFAS, de venir contaminer ce puits de pompage. Ok, donc voilà, je termine sur la petite synthèse. Donc, à retenir, le plume stop, c'est du charbon actif colloïdal qui permet de traiter les PFAS et notamment de gérer cette problématique de PFAS dans les eaux souterraines. Je vous ai présenté plusieurs retours d'expérience qui sont assez prometteurs. On a encore beaucoup de sites qui sont en attente, qui vont être traités en 2020, donc probablement d'autres webinaires, d'autres cas d'études qui pourront vous être présentés. Vous avez ici, si vous avez des questions, mes coordonnées, celles de Chris et notamment celles de Marie-Angela, qui s'occupe également de la France. Donc n'hésitez pas, vous avez tous nos coordonnées si vous avez besoin, si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que ça a été intéressant et utile pour vous, et je redonne la parole à Chris. Merci. Merci Aurélien. Nous avons reçu quelques questions encore intéressantes. Je pense qu'il nous reste encore quelques minutes pour répondre quelques-unes. Une première question. Est-ce que le plume stop se dégrade-t-il au cours du temps et a besoin d'être remplacé?
Le plume stop ne se dégrade pas dans le sens où il restera dans l'aquifère et continuera à absorber les contaminations. Par contre, il sera potentiellement saturé de PFAS s'il y a un flux qui continue à entrer. Les PFAS ne se dégradent pas, hein, c'est pas comme les BTEX ou les solvants chlorés, pour lesquels la biodégradation des composés sorbés va permettre de régénérer les sites de sorption pour réaliser une sorption future supplémentaire. Si dans le cas du PFAS, le plume stop existant devient saturé de PFAS, il faut réinjecter simplement du plume stop supplémentaire. Une deuxième question, est-ce que d'autres composés non ciblés peuvent occuper les sites d'absorption et les rendre indisponibles pour les PFAS? C'est répondu un peu déjà dans la présentation. Oui, absolument. C'est exactement pourquoi nous avons développé des modèles de sorption compétitifs. Tout contaminant qui sont plus hydrophobes ou même la matière organique naturelle dans le sous-sol sera en compétition pour les sites de sorption des particules de plume stop. Et c'est pour ça que nous faisons de notre mieux pour comprendre la géochimie des eaux souterraines. Tous les composés organiques connus qui pourraient interférer sont mis dans le modèle pour évaluer ce impact. En plus, nous avons aussi un test laboratoire rapide aux États-Unis qui va évaluer les impacts de sorption compétitive sur l'eau du site. Ça nous permet d'avoir une évaluation de s'il y a des possibilités pour traiter avec le plume stop, oui ou non. Peut-on utiliser plume stop pour le traitement de sols impactés par des PFAS? Non, pas vraiment. Nous ne pouvons pas du tout traiter les sols excavés. Et pour les sols qui n'ont pas encore été excavés, aucun traitement direct n'est possible. Hein. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons encore, mais ce que nous pouvons faire, c'est plutôt réduire les risques en poussant davantage l'équilibre entre la phase dissoute et la phase sorbet vers la phase sorbet en ajoutant le plume stop dans la zone de source ou autour de la source. Parce que plus les concentrations de PFAS dans les eaux souterraines sont faibles, plus les risques de distribution potentielle sont faibles aussi. C'est un peu comme le processus qu'Aurélien a décrit dans sa dispositif sur la rétrodiffusion. Une question sur les tailles des particules. Est-ce que la taille des particules de charbon actif vont aussi influencer l'absorption des autres composants comme le BTEX et les solvants chlorés? Non, pas vraiment, parce que c'est quelque chose qui joue surtout pour les PFAS parce que la plupart des PFAS sont des molécules assez grandes et ils n'arrivent pas vraiment à entrer au cœur des particules de charbon actif. Alors, c'est surtout quelque chose qui joue avec le PFAS. Et une dernière question sur des autres composés PFAS. Ah oui, c'est intéressant. Des composés PFAS qui ne sont pas analysés. C'est un peu une question qui est similaire à celle concernant d'autres composés qui inhibitent l'absorption du PFAS. C'est quelque chose qui doit être examiné. Nous recommandons
en général de faire des tests TOP, TOP. C'est en anglais, c'est Total Oxidizable Precursor Assay. Et c'est une analyse qui mesure tous les précurseurs, les composés qui peuvent se dégrader en l'un des composés PFAS persistants et connus. Ben voilà. Si vous avez encore des questions à laquelle nous n'avons pas encore répondu, ne vous inquiétez pas, nous reviendrons vers vous individuellement avec des réponses par email d'ici la semaine prochaine. D'ici 1 heure, vous recevrez un mail de remerciement avec un lien pour répondre à un questionnaire de satisfaction. Et si vous ou vos collègues souhaitez obtenir un certificat de participation, vous pourrez le demander via le questionnaire de satisfaction. Merci par avance de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire. Merci de nouveau de nous avoir rejoints et passez une bonne après-midi. Merci, bonne journée.